Une équipe SEAL a tenu une embuscade dans la forêt, puis une femme sniper a commencé à abattre les ennemis, un par un. Avant de plonger, prenez un instant pour me dire d'où regardez-vous et quelle heure est-il? Peut-être le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France. Ne vous contentez pas de regarder en silence. Laissez un commentaire ci-dessous et voyons jusqu'où cette histoire se propage à travers le monde. Maintenant, plongez-vous et commençons. La première balle frappa la canopée comme un coup de tonnerre, s'enfonçant dans la terre à quelques centimètres de la botte du lieutenant Jack Kearney. L'équipe des SEAL avançait silencieusement dans la dense forêt de Casbegui depuis 18 heures. Leur mission étant simple sur le papier, extraire un précieux renseignement d'un avant-poste de montagne près de la frontière russo-géorgienne. 6 hommes, des guerriers d'élite, étaient maintenant figés dans les sous-bois, tandis que la mort sifflait au-dessus de leur tête. Le cœur de Kearney battait fort contre ses côtes, tandis qu'il s'enfonçait dans la terre meuble. Un goût de cuivre lui inondait la bouche. Son équipe avait foncé droit dans une embuscade. Un piège parfaitement exécuté. Les renseignements étaient erronés. Quelqu'un les avait trahis. Et maintenant, ils étaient traqués. Équipe Serpent, nous sommes compromis, chuchota Kearney dans son casque, les doigts appuyés contre son écouteur. Plusieurs ennemis, positions inconnues. La forêt explosa sous les tirs automatiques, les balles déchirant les feuilles et pulvérisant les troncs d'arbres au-dessus d'eux. Le sous-officier Miller, sombre pour l'équipe, attira l'attention de Kearney depuis sa position à 10 mètres, son visage buriné masquant une rage concentrée. Miller avait participé à 3 missions de combat et survécu à un engin explosif improvisé à Kandahar qui avait tué leur précédent chef d'équipe. Il fit un léger signe de tête éloquent. Nous avons survécu à pire. Le plus jeune de l'équipe, le spécialiste Ramirez, gisait immobile près d'un tronc d'arbre, la respiration courte mais contrôlée. Sa première vraie mission est maintenant celle-ci. Ce gamin méritait mieux que de mourir dans cette forêt oubliée. Une seconde salve de tir frappa leur position, cette fois plus précise, plus délibérée. Il ne s'agissait pas de miliciens locaux ni de combattants inexpérimentés. Les attaquants se déplaçaient avec une précision tactique, communiquant par signaux manuels et schémas de tir coordonnés. D'anciens militaires, probablement, des spetsnaz russes ou des entrepreneurs privés. Le briefing de la mission mentionnait une résistance potentielle, mais rien de ce calibre. « Séparez-vous et survivez !» ordonna Kearney en serrant les dents. « Rendez-vous au point d'extraction Bravo !» Il connaissait les probabilités, encerclés, sous-armés, en territoire hostile, sans possibilité d'extraction immédiate. Le protocole standard aurait exigé un soutien aérien, mais leur mission était classée au-delà du secret défense. Pas de cavalerie en approche, pas de sauvetage spectaculaire. Juste 6 hommes contre une force ennemie inconnue qui bénéficiait des hauteurs, du nombre et de l'avantage du terrain. Alors que l'équipe commençait à se disperser dans les sous-bois, un nouveau bruit frappa le chaos. Un coup de fusil de gros calibre, suivi du bruit sourd et caractéristique d'un corps qui tombait. Pas le leur, un des assaillants. Puis un autre tir précis, un autre ennemi à terre. Quelqu'un abattait leurs embusqués avec une précision chirurgicale. Kearney se figea, scrutant la crête à travers une trouée dans les arbres. Le tireur ne faisait pas partie de son équipe. Ils étaient tous là, tous armés d'armes, standards avec silencieux. C'était différent, puissant, délibéré. Un fantôme entrant dans le combat. 3 autres coups de feu retentirent en succession rapide. Chacun suivi du bruit lointain d'un corps qui s'écroulait au sol. Leur ange gardien inconnu leur faisait gagner de précieuses secondes. « Lieutenant, qui est-ce donc ?» chuchota Ramirez, les yeux écarquillés par un mélange de peur et d'espoir. Kearney secoua la tête, incapable de répondre. La forêt était momentanément silencieuse, les forces ennemies semblant désorientées par cette menace inattendue. À travers sa lunette, Kearney aperçut un mouvement fugitif sur une crête lointaine, l'éclair d'une silhouette camouflée se glissant entre les rochers. Une femme, d'après sa silhouette. Pas un militaire américain. Le mouvement était différent, le style de tir distinctif. « Je ne sais pas, » répondit finalement Kearney, « mais pour l'instant, c'est grâce à eux que nous respirons encore. » Comme pour appuyer ses propos, un autre coup de feu retentit, suivi d'un cri guttural tandis qu'un autre attaquant tombait.
Et nous ne gâchons pas l'occasion qu'ils nous offrent. Avancez, restez à terre, restez en vie. Sur ces mots, l'équipe des SEAL se fondit dans la forêt, un jeu de survie mortel rendu plus complexe par leur mystérieux sauveur. À 2 kilomètres à l'est du lieu de l'embuscade, le sergent Anya Petrova observait, à travers sa lunette, l'équipe des forces spéciales américaines disparaître dans la forêt dense. Sa respiration était régulière, entraînée, le rythme de quelqu'un qui avait appris à tirer à mi-chemin. 6 victimes confirmées en moins de 2 minutes, toutes des tirs à la tête à plus de 800 mètres par vent variable. Ce n'était pas son record personnel, mais suffisant pour disperser l'équipe d'embuscade et donner aux Américains une chance de se défendre. Petrova n'était pas censé se trouver ici. Sa présence dans ces bois violait au moins 3 accords internationaux et lui vaudrait probablement une balle si ses propres hommes la retrouvaient. Le SVR, les services de renseignement extérieurs russes, l'avait placée sous couverture 2 ans auparavant, construisant sa légende d'ancienne tireuse d'élite désillusionnée, prête à vendre ses compétences à des intérêts privés. Mais ses supérieurs ignoraient sa véritable mission, sa vendetta personnelle contre l'homme que ces Américains traquaient sans le savoir. Général Viktor Zhukov. Son nom la brûlait comme un fer rouge, l'homme responsable du massacre de son village 10 ans plus tôt, une opération de nettoyage, comme on l'avait appelé. Même si seules les mains de Zhukov, trempées dans le sang des civils, étaient à purifier, sa famille parmi elles. Officiellement, l'incident n'avait jamais eu lieu. Officiellement, Zhukov était un héros décoré de la Fédération de Russie. Officieusement, il était devenu l'un des plus dangereux entrepreneurs militaires privés de la région, vendant son expertise et son fidèle effectif d'anciens agents des forces spéciales aux plus offrants. Les SEAL américains le traquaient également, sans probablement le savoir. Leur agent de renseignement, celui qu'ils avaient été envoyés extraire, était l'ancien officier de communication de Zhukov. Un homme qui savait où tous les corps étaient enterrés, au sens propre comme au figuré. Petrova, son fusil en bandoulière, se déplaça dans la forêt avec l'efficacité silencieuse qui avait fait d'elle une légende parmi ses pairs. Les Russes la surnommaient Prizrak, fantôme. Les Américains lui donnaient leur propre nom lors des briefings des services de renseignement. Whiteout, pour la façon dont ses cibles semblaient disparaître sans laisser de traces. Elle n'avait aucune intention d'entrer en contact direct avec l'équipe des SEAL. Son objectif était singulier, les utiliser pour atteindre Zhukov, puis l'éliminer elle-même. Mais les plans changent au combat. L'embuscade signifiait que Zhukov savait qu'ils arrivaient. Cela signifiait que les Américains s'aventuraient dans une situation bien pire qu'ils ne l'imaginaient. Et cela signifiait que sa vengeance soigneusement orchestrée pourrait nécessiter une certaine improvisation. La forêt s'assombrissait, tandis que les nuages s'accumulaient, annonçant une pluie qui dissimulerait leurs mouvements et rendrait leur traque plus difficile. Petrova s'arrêta dans une petite clairière, vérifiant sa carte par rapport au point de repère. Les Américains se dirigeraient vers leur point d'extraction secondaire, procédure standard après une insertion compromise. Cela les mènerait à travers l'ancienne vallée minière, un terrain d'entraînement idéal si les hommes de Zhukov y arrivèrent les premiers. Elle devait les intercepter, les avertir. Non pas pour eux, mais pour elle. Des SEALs morts ne signifiaient aucune distraction, aucun moyen d'approcher Zhukov. Alors qu'elle planifiait sa route, le bruit lointain d'une fusillade retentit au nord. D'autres hommes de Zhukov, probablement une seconde équipe d'embuscade. Les Américains allèrent d'un piège à l'autre. Avec une précision experte, Petrova appliqua de la boue sur son visage, brisant sa silhouette, tandis qu'elle se préparait à avancer vers le combat. La pluie se mit à tomber, de grosses gouttes frappant les feuilles comme des coups de feu lointains. Le tonnerre grondait sur les montagnes, l'artillerie de la nature ajoutant au chaos du champ de bataille. L'espace d'un bref instant, elle s'autorisa à se remémorer le visage de son frère, le rire de son père, les mains de sa mère. Puis elle enferma ses souvenirs, comme elle le faisait toujours avant une chasse. « Pour toi », murmura-t-elle dans sa langue maternelle, des mots emportés par le vent qui se levait. Puis Bagos ne fit plus qu'un avec la forêt, avançant vers les Américains qui ignoraient encore que leur plus grand allié dans ces bois était censé être leur ennemi. Le lieutenant Kearney fit signe à l'équipe de patienter, tandis qu'ils atteignaient le bord d'un ravin rocheux.
Du sang suintait à travers le bandage improvisé sur son avant-bras. Une éraflure due à leur deuxième échange de tirs de la journée. Ils avaient perdu Ramirez 1 heure auparavant, non pas à cause de tirs ennemis, mais à cause d'un piège caché qui lui avait brisé la jambe. Le chef Miller était resté avec lui, promettant de conduire le jeune au point d'extraction ou de mourir en essayant. 4 hommes étaient partis, les munitions s'épuisant, les communications brouillées par intermittence. La mission tournait rapidement au cauchemar. «Statue», demanda Kearney, sa voix à peine audible par-dessus la pluie battante. Dawson, leur spécialiste des communications, secoua la tête. Toujours pas de contact avec la base. Ortiz, le médecin de l'équipe, était à bout de souffle après avoir soigné 3 d'entre eux. Et Cooper, leur expert en démolition, avait encore 2 charges et une arme de poing avec un demi-chargeur. «Lieutenant, on a un sérieux problème», chuchota Cooper en désignant la crête qu'ils avaient prévu d'utiliser pour leur approche d'exfiltration. À travers ses jumelles, Kearney distinguait les silhouettes caractéristiques des nids de mitrailleuses lourdes en train de s'établir. Quelqu'un coupait leur voie de fuite, les rassemblant comme du bétail. «Ils connaissent voilà nos points d'extraction», réalisa Kearney à voix haute, les implications le frappant comme un coup de poing. Ce n'était pas une simple embuscade. C'était un compromis opérationnel total. Quelqu'un connaissant parfaitement les paramètres de leur mission les avait trahis. On doit partir du principe que Bravo est également compromis. Nouveau plan, on se dirige vers la rivière, on essaie de mettre de la distance entre nous et ceux qui nous traquent. Alors même qu'il parlait, Kearney savait que les chances s'amenuisaient de minute en minute. L'équipe entame sa descente dans le ravin, profitant de la pluie et de la faible lumière du jour pour masquer ses mouvements. Chaque pas est périlleux sur les rochers couverts de boue, chaque instant est lourd de promesses de découverte. Ils sont à mi-chemin lorsque Dawson se fige, levant le poing pour un signal universel d'arrêt. Pendant plusieurs secondes, rien ne bouge, sauf la pluie. Puis elle apparaît, telle une ombre se détachant de la forêt. Une silhouette en camouflage boueux, un lourd fusil de précision en bandoulière. Avant qu'aucun d'eux ne puisse lever son arme, elle lève les mains vides. «Américain», dit-elle avec un accent anglais prononcé. «Vos points d'extraction sont compromis. Zhukov a des hommes qui attendent à Alpha et Bravo. Les armes de l'équipe restent braquées sur elle, les doigts à proximité des gâchettes. Mais qui êtes-vous donc?» demanda Kearney en observant son équipement atypique, de fabrication russe, mais fortement modifié. Son visage était en grande partie masqué par la boue et la peinture de camouflage, mais il distinguait ses pommettes saillantes et ses yeux pâles qui semblaient calculer les distances pendant qu'elle parlait. «Celle qui vous a lancé des tangos?» répondit-elle d'un ton neutre. «Et celle qui sait où se trouve votre HVT?» Cette affirmation fit monter la tension au sein de l'équipe. Leur cible de premier plan, l'agent de renseignement qu'ils avaient été envoyés extraire, était censé être retenu dans un complexe à 10 kilomètres au nord. «Des informations», poursuivit-elle en baissant lentement les mains. «Zhukov l'a déplacé hier. Vos renseignements sont brûlés. Suivez-moi, vous mourrez. Ne me suivez pas, vous mourrez, c'est sûr.» Le face-à-face sembla durer une éternité. La pluie plaquait sur leurs vêtements, le tonnerre masquant tout ennemi en approche. La confiance était un luxe dans ces montagnes, surtout en une mystérieuse sniper surgie de nulle part. Et pourtant, elle les avait indéniablement sauvés une fois. «Pourquoi nous aider?» demanda finalement Kearney, son arme toujours levée. L'expression de la femme resta inchangée, mais quelque chose brilla dans son regard, une lueur brute et personnelle. «Zhukov et moi avons des affaires en suspens», dit-elle simplement. «Tu es mon ticket pour lui. C'est mon intérêt personnel, rien de plus.» Ce n'était pas toute la vérité, Kearney le sentait, mais cela avait cette authenticité que les mensonges absolus ont rarement. Il prit une décision qui sauverait son équipe ou les condamnerait tous. «Montrez la voie», ordonna-t-il en baissant légèrement son arme. «Mais sachez ceci, au premier signe de trahison, vous ne verrez pas la balle arriver.» L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres tandis qu'elle se tournait vers une piste de gibier à peine visible dans la lumière déclinante. «Lieutenant», dit-elle sans se retourner, «si je voulais votre mort, nous n'aurions pas cette conversation.» Sur ces mots, elle s'engagea dans la forêt dans un silence surnaturel, forçant les cils à forcer pour suivre le rythme. Alors que la nuit tombait sur les montagnes, Kearney se retrouva à suivre un ennemi potentiel vers une destination incertaine,
tandis que le véritable ennemi se rapprochait de tous côtés. La pluie continuait de tomber, effaçant leurs traces, mais pas leurs doutes. La scierie abandonnée se dressait tel un géant en décomposition dans la petite vallée, ses équipements rouillés figés dans le temps depuis l'ère soviétique. Ania Petrova mena l'équipe américaine à travers une section de clôture effondrée, ses sens aiguisés à l'affût du moindre signe des patrouilles de Zhukov. Le voyage avait duré 3 heures, sur un terrain spécialement choisi pour semer la zizanie, lit de ruisseaux, formations rocheuses, sentiers en double sens. Les Américains avaient admirablement suivi le rythme, se déplaçant avec le silence discipliné de prédateurs au sommet de la montagne. Ils ne lui faisaient pas confiance. Cela se voyait clairement à leur formation, la gardant toujours sous le coup d'au moins 2 armes. Intelligente. À leur place, elle en ferait autant. On se repose ici, annonça-t-elle en désignant le bâtiment administratif de la Syrie. 2 heures seulement. Zhukov enverra des drones thermiques pour les surveiller après la tempête. À l'intérieur, le bâtiment offrait un abri contre les éléments et une protection contre la surveillance aérienne. Les Américains se déplaçaient avec une efficacité éprouvée, assurant la sécurité et soignant les blessures mineures, tandis que Dawson tentait une fois de plus d'établir la communication avec leur commandement. Petrova gardait ses distances, vérifiant son équipement et calculant mentalement ses munitions. Il lui restait 12 cartouches pour son fusil de précision SVD et un chargeur plein pour son arme de poing. Pas assez pour ce qui allait suivre. Le lieutenant Kearney s'approcha d'elle, après avoir discuté avec son équipe, l'air d'une neutralité professionnelle prudente. « Il est temps d'avoir des réponses, dit-il à voix basse. À commencer par qui vous êtes réellement et comment vous avez eu connaissance de notre mission ?» Sa main ne s'éloignait jamais de son arme de poing, un détail que Petrova remarqua avec approbation plutôt qu'inquiétude. « Je m'appelle Ania Petrova », répondit-elle en soutenant son regard. Ancienne agente des services secrets militaires russes, désormais indépendante. Elle marqua une pause, pesa le pour et le contre. D'après son expérience, les vérités partielles étaient plus convaincantes que les mensonges. Concernant votre mission, je traque Zhukov depuis des mois. Quand des forces spéciales américaines débarquent sur son territoire, il n'est pas difficile de relier les points. L'expression de Kearney resta inchangée, mais ses yeux se plissèrent légèrement. Cela n'explique pas pourquoi vous nous aidez, ni pourquoi vous traquez Zhukov. Petrova détourna le regard vers les vitres brisées, où la pluie crépitait encore contre les éclats de verre. Certaines vérités ne pouvaient être utilisées comme armes contre elle, et pourraient même contribuer à obtenir leur coopération. Zhukov commandait l'unité qui a mené une opération de nettoyage dans mon village. 46 civils ont été tués, dont ma famille. Officiellement, cela n'a jamais eu lieu. L'aveu flottait entre eux, ni confession crue, ni stratagème calculé, mais quelque chose entre les deux. Kearney l'observa un long moment avant de reprendre la parole. « Votre vengeance personnelle ne me concerne pas. Retrouver notre agent et en sortir mon équipe vivante, si. Où Zhukov le retient-il » Petrova déplia une carte usée, indiquant un emplacement à 8 km au nord-ouest de leur position. Un ancien bunker de communication soviétique, reconverti en base opérationnelle avancée. Personnel minimal, peut-être 15 hommes, mais d'élite. Ancien Spetsnaz, mercenaire du groupe Wagner. Votre agent est retenu au niveau inférieur, en attendant d'être transporté vers une base plus sécurisée demain matin. Son doigt traça les voies d'accès, soulignant les goulots d'étranglement naturels et les positions potentielles de sniper. Un assaut frontal serait suicidaire. Cooper les rejoignit, étudiant la carte d'un œil de spécialiste. « Et si on arrivait par en dessous ?» demanda-t-il en désignant une série de lignes bleues sur la carte, d'anciens tunnels de drainage datant de l'époque soviétique. Petrova secoua la tête. Inondés pendant la fonte des neiges printanières, et probablement minés par précaution. Ortiz apparut ensuite, sa trousse de premiers soins refaite et prête. Et si on les faisait sortir? Créer une diversion, diviser leurs forces? La question réveilla un souvenir dans la mémoire de Petrova, un souvenir de ses briefings de renseignements sur les tactiques de Zhukov. Il maintient une force de réaction rapide en permanence. 4 hommes dans un véhicule de combat d'infanterie BMP modifié. S'ils pensent être attaqués par une force importante, la procédure standard serait d'évacuer immédiatement les ressources de grande valeur. Un plan commença à se dessiner tandis que l'équipe se rassemblait autour de la carte,
à voix basse et pressante, partageant leurs idées. Grâce à la connaissance approfondie de Petrova des protocoles de Zhukov et à l'expertise tactique des SEAL, ils élaborèrent une approche qui pourrait, peut-être, leur donner une chance. À la fin de la discussion, Kearney prit Petrova à part une fois de plus. Une dernière question, dit-il d'une voix aiguë, uniquement pour ses oreilles. Si nous parvenons à retrouver Zhukov, que se passera-t-il? La question était lourde de conséquences. Compromettrait-elle leur mission pour se venger? Les sacrifierait-elle pour obtenir ce qu'elle voulait? Petrova répondit avec une honnêteté glaciale. Je lui ai tiré une balle dans la tête. Après ça, je me fiche de ce qui adviendra de votre agent ou de votre mission. Kearney soutint son regard un long moment avant d'acquiescer. D'accord. Assurez-vous simplement que cette balle ne vous arrive pas avant que nous ayons sécurisé notre colis. Dehors, la pluie commençait à faiblir, des étoiles apparaissant parfois à travers les éclaircies du ciel. Dans 2 heures, il partirait, se lançant dans une manœuvre désespérée qui se terminerait probablement par le succès ou la mort. Il n'y aurait pas de compromis, pas de retraite honorable. Tandis que les Américains prenaient un bref répit, Petrova nettoyait son fusil avec une précision méthodique, chaque mouvement étant une méditation sur le chemin qu'il avait mené ici. Demain, si la chance leur souriait, elle regarderait enfin dans les yeux l'homme qui avait détruit son monde. Et il saurait, dans ces derniers instants, pourquoi il mourait. L'aube se leva, claire et froide, sur les montagnes, révélant un paysage lavé par l'orage nocturne. L'équipe des SEAL et leur allié russe étaient en position depuis les premières lueurs du jour, dissimulés dans la forêt dense, surplombant le complexe de bunkers soviétiques. À travers sa lunette, le lieutenant Kearney observa l'installation, une monstruosité de béton à moitié enfouie dans la colline. Ses entrées gardées par des mercenaires en tenue de combat banalisée. Il compta 12 hommes en patrouille périmétrique, changeant de position toutes les 30 minutes. Professionnels, disciplinés. Le véhicule de combat d'infanterie BMP dont Petrova avait parlé était stationné près de l'entrée principale, son équipage fumant à proximité, ses armes à portée de main. Y pénétrer serait quasiment impossible sans la diversion prévue. Dawson, dernière vérification des communications, chuchota Kearney. Leurs spécialistes en communication avaient réglé leur radio restante pour qu'elle émette sur les fréquences utilisées par les unités locales de patrouille frontalière, une partie de leur tromperie. « À vos marques, lieutenant », fut la réponse. Cooper avait passé la dernière heure à placer leurs 2 dernières charges explosives à des points stratégiques identifiés par Petrova, des emplacements qui créeraient une confusion maximale sans révéler leur véritable cible. Ortiz était positionné avec le 2e élément de leur force, prêt à se diriger vers le point d'extraction une fois l'équipement sécurisé. Et Petrova, la sniper russe, avait disparu dans la forêt 30 minutes plus tôt, se dirigeant vers son poste de tir dans un silence fantomatique. Kearney avait chargé Cooper de la suivre, une garantie contre toute trahison, mais les avait perdus de vue presque immédiatement. « Tous les éléments, exécution dans 3 minutes », ordonna Kearney en consultant sa montre. « Souvenez-vous, on bouge vite, on frappe fort et on ne s'arrête sous aucun prétexte. » Le plan était audacieux, presque suicidaire. Dawson transmettrait de faux rapports d'incursion à la frontière à 2 kilomètres à l'est en utilisant la terminologie militaire russe. Simultanément, les charges explosives de Cooper exploseraient, semblant confirmer les transmissions. Si les renseignements de Petrova étaient exacts, les protocoles de Zhukov s'enclencheraient. La force de réaction rapide se déploierait pour enquêter, réduisant ainsi les défenses du bunker. Dans la confusion, Kearney et Ortiz pénétreraient dans l'installation et extrairaient leur agent pendant que Petrova assurerait la surveillance. Simple en théorie, potentiellement catastrophique en exécution. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insoutenable. Kearney sentit le calme familier l'envahir, l'œil du cyclone qui précède toujours le combat. Ses pensées se tournèrent brièvement vers Miller et Ramirez, se demandant s'ils étaient parvenus à se mettre en sécurité, s'ils avaient réussi à appeler l'évacuation. Plus le temps pour ses pensées. En transmission, la voix de Dawson résonna dans l'écouteur, immédiatement suivie du crépitement des voix russes sur le canal d'urgence. 30 secondes plus tard, la première explosion déchira la forêt à l'est, suivie d'une seconde qui fit s'envoler les oiseaux depuis la cime des arbres. À travers sa lunette, Kearney observa la réaction se dérouler exactement comme prévu. Cris d'alarme,
mercenaires se précipitant vers des positions défensives, le moteur du BMP vrombissant. La troisième explosion, cependant, ne faisait pas partie du plan. Elle provenait de l'intérieur même du bunker, un fracas assourdi suivi d'une fumée s'échappant des conduits de ventilation. La confusion gagna les rangs des mercenaires, leurs réactions disciplinées se fragmentant, certains courant vers la nouvelle menace tandis que d'autres maintenaient leur position. « Qu'est-ce que c'était » siffla Ortiz. Kearney n'avait pas de réponse, mais il sut saisir l'opportunité. « Changement de plan. On y va !» ordonna-t-il, déjà en mouvement vers la clôture d'enceinte. Le chaos avait créé une brèche dans le cordon de sécurité, une étroite fenêtre d'opportunité à exploiter sans tarder. Alors qu'il sprintait à travers les broussailles, une série de tirs précis retentit depuis la crête. Petrova éliminait les sentinelles qui auraient pu repérer leur approche. Ils atteignirent la clôture sans être vus, la pince coupante de Cooper s'en débarrassant rapidement. L'entrée principale était désormais faiblement gardée, la plupart des forces étant attirées soit par la menace extérieure, soit par l'explosion interne. Kearney et Ortiz se déplacèrent avec une efficacité éprouvée, neutralisant deux gardes d'un tir silencieux avant qu'ils ne puissent donner l'alerte. À l'intérieur, des lumières de secours baignaient les couloirs en béton d'un rouge pulsé, les systèmes électriques du complexe endommagés par la mystérieuse explosion. Au niveau inférieur, rappela Kearney à Ortiz, tandis qu'il naviguait dans le labyrinthe. Des coups de feu résonnèrent dans des profondeurs du bunker. Quelqu'un d'autre était engagé dans un échange de tirs. Petrova s'était-elle infiltrée avant eux? Leur agent avait-il tenté de s'échapper dans la confusion? Les questions s'évanouirent lorsqu'ils contournèrent un coin de rue et rencontrèrent trois mercenaires escortant un civil aux vêtements tachés de sang. Leur cible privilégiée, le docteur Leonid Baranov. L'échange de tirs fut brutalement bref, l'effet de surprise des Américains étant décisif. Alors que le dernier mercenaire tombait, Baranov les fixa de ses yeux écarquillés, terrifié. « Américain » demanda-t-il avec un fort accent. Kearney hocha la tête, vérifiant rapidement si le scientifique était blessé. Le sang n'était pas le sien. « Nous sommes votre équipe d'extraction. Pouvez-vous marcher » Baranov hocha la tête en tremblant, son regard scrutant les corps autour d'eux. « Joukov » haleta-t-il. « Il est là, au centre de commandement. L'explosion. Ses ennemis l'ont trouvé. » Cette révélation glaça Kearney. Leurs renseignements n'avaient jamais indiqué que Joukov lui-même serait présent. Il devait agir pour amener Baranov au point d'extraction avant que tout le complexe ne soit bouclé. Mais Kearney savait aussi que si Petrova découvrait la présence de Joukov, leur plan soigneusement orchestré s'effondrerait tandis qu'elle poursuivait sa vendetta. Comme interpellé par ses pensées, la voix pressante de Cooper grésilla dans son oreillette. « Lieutenant, nous avons un problème. Ghost est hors réserve. Elle se dirige vers le bunker. Il s'agit de terminer ce qu'elle a commencé. » Kearney jura dans sa barbe, les paramètres de la mission changeant à nouveau. « Allez au point d'extraction avec Dawson », ordonna-t-il à Cooper. « Ortiz, sortez Baranov. Je vais trouver Petrova avant qu'elle ne compromette tout. » Le médecin semblait prêt à argumenter, mais hocha brusquement la tête. La priorité de la mission était claire. Tandis que son équipe se dirigeait vers la sortie avec leur agent, Kearney s'enfonça au cœur du bunker, suivant le bruit de tirs sporadiques. La mission venait de se compliquer infiniment. Il ne s'agissait plus seulement d'extraire un agent, mais d'empêcher potentiellement un incident international si un ancien agent russe assassinait un haut gradé de l'armée sur ce qui était techniquement le sol géorgien. Et quelque part dans ce labyrinthe de béton, une femme n'ayant plus rien à perdre se rapprochait de l'homme qui lui avait tout pris. Kearney vérifia ses munitions et accéléra le pas, sachant que ce qui les attendait au bout de ce couloir pourrait déterminer s'ils survivraient assez longtemps pour voir l'aube d'un autre jour. Le centre de commandement empestait la cordite et le sang lorsque Kearney parvint enfin à le forcer. La lourde porte de sécurité pendait sur un gond après une explosion. Les corps des mercenaires gisaient éparpillés dans la pièce, leurs armes non tirées, pris au dépourvu. Au centre du carnage se tenait Ania Petrova, son fusil pointé sur un homme agenouillé en uniforme de colonel. Le général Viktor Joukov paraissait plus petit que ne le laissaient supposer ses photos. Un homme d'âge mûr aux cheveux gris acier et au regard dur, habitué à donner des ordres de mort plutôt qu'à les affronter en personne.
Un fin filet de sang coulait de sa tempe à sa mâchoire, là où la crosse de Petrova avait percuté le sol. La sniper russe ne fit pas attention à l'entrée de Kearney, concentrée sur l'homme devant elle. « Vous souvenez-vous de Novoselya ?» demanda-t-elle, la voix dénuée d'émotion. « Le village que vous avez ordonné de nettoyer il y a 10 ans ?» Les yeux de Zhukov se plissèrent, non pas par peur mais par calcul. « J'ai supervisé de nombreuses opérations de sécurité, » répondit-il en russe, que Kearney comprenait suffisamment pour suivre. Des terroristes se cachent parmi les civils. Des pertes regrettables surviennent. Ce rejet désinvolte fit serrer la détente à Petrova. 46 civils, 17 enfants, poursuivit-elle, passant à l'anglais pour le bénéfice de Kearney. Mes parents, mon frère, autant de pertes regrettables pour honorer ton marché noir d'armes avec les séparatistes. Pour la première fois, la surprise traversa le visage de Zhukov. Vous êtes la fille Petrova, réalisa-t-il à voix haute, celle qui a disparu des archives. Les services secrets ont dit que vous étiez morte à l'entraînement. Un sourire glacial éclaira ses lèvres. Il semblerait que certains documents soient erronés. Kearney tenait son arme prête, évaluant la situation. Leurs objectifs étaient clairs. Extraire Baranov, éviter les incidents internationaux. L'exécution de Zhukov par Petrova créerait un chaos diplomatique, mettant potentiellement en danger toute l'équipe. Petrova, dit-il prudemment, Baranov est en sécurité. Mission accomplie. Nous devons agir immédiatement. Elle ne quitta pas Zhukov du regard, son objectif inébranlable. Je vous avais prévenu de ce qui se passerait quand nous le retrouverions, répondit-elle d'une voix d'un calme mortel. J'ai respecté ma part de l'accord. Maintenant, j'en termine. Kearney avança prudemment d'un pas. Pas comme ça. Nous l'emmenons. Il devra rendre des comptes. Ces mots sonnaient creux, même à ses yeux. Des hommes comme Zhukov subissaient rarement les conséquences de leurs actes. Ils avaient des relations, des protecteurs haut placés, des échappatoires de construites au fil de décennies de corruption. Justice ? Le rire de Petrova était amer comme le gel hivernal. Il n'y a pas de justice pour des hommes comme lui, que des conséquences. Zhukov observait cet échange d'un œil calculateur, flairant une opportunité dans leur conflit. « Les Américains ne savent pas, n'est-ce pas ?» dit-il soudain, s'adressant à Petrova, mais observant Kearney. « De votre véritable mission ici, de qui vous a vraiment envoyé ?» La déclaration flotta dans l'air comme une grenade allumée. L'expression de Petrova resta inchangée, mais Kearney vit ses épaules se contracter presque imperceptiblement. « Il essaie de nous diviser », avertit Kearney. « Manipulation classique. Nous devons partir. Tout de suite. » Le bâtiment trembla lorsqu'une nouvelle explosion secoua le complexe. La charge restante de Cooper, déclenchée pour faire diversion lors de leur fuite. « Lieutenant Kearney, » poursuivit Zhukov, ignorant les murs tremblants, « vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre équipe avait été envoyée ici? Pourquoi ce scientifique avait besoin d'être extrait? Que sait-il vraiment? » L'assurance du général russe était remarquable pour un homme à genoux, arme à la main. Baranov n'était pas mon officier de communication. Il développait un système de lancement pour une nouvelle arme biologique, financée par votre CIA et testée sur des villages comme celui de Petrova. Les rapports que ces agents du SVR lui ont transmis étaient des demi-vérités. Oui, j'ai ordonné l'opération, mais au nom de qui? Demandez-vous à qui profite ma mort, tuée par un agent russe en sol étranger. Chaque mot était précis, destiné à semer le doute. Kearney gardait une expression neutre, des années d'entraînement l'aidant à masquer l'impact de ses révélations. « Ça suffit », dit Petrova sèchement, son doigt blanchissant sur la gâchette. Encore des mensonges de la part d'un homme qui en fait commerce. Mais Kearney perçut une lueur d'incertitude dans ses yeux. Le doute que Zhukov avait semé prenait racine. « Quelle que soit la vérité, » dit Kearney en s'adressant à eux deux, « ce n'est pas le lieu pour résoudre le problème. Ce complexe est sur le point d'être envahi. On part. Maintenant. Ensemble. » Il s'approcha de Petrova, la voix basse. « Si vous le tuez, tous ses secrets disparaissent avec lui. Toutes les preuves contre ceux qui ont commandité la mort de votre famille disparaissent à jamais. C'est ce que vous voulez ?» C'était un pari risqué, jouant sur son désir de justice absolue plutôt que sur une simple vengeance personnelle. Mais c'était la seule carte qu'il lui restait à jouer. Pendant 5 secondes interminables, l'issue était incertaine. Puis Petrova expira lentement.
sa visée immuable. « Tu as une chance, dit-elle à Joukov d'une voix d'acier trempé. Tu viens avec nous. Tu fourniras tous les noms, tous les ordres, tous les détails de l'opération et ceux qui l'ont autorisé. À la moindre tentative d'évasion, au moindre mensonge, je te tire une balle dans la colonne vertébrale et je te laisse à la merci du prochain qui franchira cette porte. » Elle jeta un coup d'œil à Kearney, un acquiescement silencieux échangé entre eux. Le lieutenant croit en la justice. Je crois aux conséquences. Prions pour que sa foi soit plus forte que la mienne. Avec une efficacité éprouvée, elle attacha les mains de Joukov dans son dos, les attaches entaillant ses poignets tandis qu'une nouvelle explosion secouait le bâtiment. Alors qu'il s'avançait vers la sortie, Kearney réfléchissait aux implications des affirmations de Joukov. Baranov était-il bien ce que décrivait leur briefing de mission? Petrova agissait-elle sous des ordres incompatibles avec sa vengeance personnelle? Les questions attendraient. Pour l'instant, la survie primait. Sortir d'une installation en ruine, encerclée par des forces hostiles, avec à la fois leur principal atout et un prisonnier inattendu de grande valeur. Kearney était aux commandes, Joukov entre eux, Petrova couvrant les arrières, tandis qu'ils naviguaient dans des couloirs enfumés vers une évasion incertaine. Derrière eux, le feu commençait à consumer les secrets enfouis dans le bunker soviétique, tandis que devant eux se dressaient des ennemis et la vérité qu'ils pourraient ne jamais découvrir complètement. La forêt était devenue une zone de guerre lorsqu'ils émergèrent de la sortie de secours du bunker. Des coups de feu résonnèrent à travers les arbres, tandis que les forces de Joukov, de retour, affrontèrent des combattants inconnus, peut-être des milices locales attirées par les explosions, peut-être d'autres acteurs dans ce jeu de plus en plus complexe. Kearney forçait Joukov à avancer à un rythme soutenu, le général russe trébuchant parfois sur le terrain accidenté. Petrova se déplaçait telle une ombre derrière eux, son fusil scrutant constamment les menaces. Leur point d'extraction se trouvait à 3 kilomètres au sud-est, une clairière naturelle suffisamment grande pour un atterrissage d'hélicoptère. Si Cooper et Ortiz avaient réussi à y amener Baranov, et si Dawson avait réussi à établir des communications malgré le brouillage, ils avaient peut-être une chance de s'échapper. « Votre agent, dit Joukov entre deux respirations laborieuses tandis qu'il s'enfonçait dans un sous-bois dense, vous a-t-il expliqué ce qu'implique réellement le projet Sibérie? » Kearney ignora la question, se concentrant sur la navigation et la détection des menaces. « Économisez votre souffle, ordonna-t-il sèchement. Petrova, cependant, s'approcha, sa curiosité évidente malgré sa haine pour l'homme. « Qu'est-ce que le projet Sibérie ?» demanda-t-elle. Le rire de Joukov se transforma en tout tandis qu'il gravissait un talus escarpé. Un agent pathogène ciblé, génétiquement lié à des marqueurs ethniques spécifiques. La découverte de Baranov le rendait transmissible mais sélectif, n'affectant que les personnes présentant le profil génétique ciblé. Les implications d'une telle arme étaient terrifiantes. Un génocide déguisé en pandémie naturelle. « Vous mentez », dit Kearney d'un ton neutre, même si le doute commençait à le ronger. Leur mission avait identifié Baranov comme un spécialiste des communications ayant accès au déploiement militaire russe, des renseignements précieux, certes, mais rien qui suggère une implication dans la recherche sur les armes biologiques. « Vraiment ?» interpella Joukov. Examinez son avant-bras gauche, cicatrice de brûlure au 3e degré, due à un accident de laboratoire à Novosibirsk en 2018. Non mentionné dans votre briefing, je parie. Ce détail précis fit hésiter Kearney. Il avait bien remarqué une cicatrice de brûlure lors de la capture de Baranov, mais n'y avait prêté aucune attention sur le moment. Cette observation prenait alors une nouvelle signification. Leur mission reposait-elle entièrement sur de faux renseignements? Une rafale de coups de feu interrompit la conversation, les balles fracassant les troncs d'arbres autour d'eux. Ils s'effondrèrent, Petrova tirant brutalement Joukov par ses liens. À travers les arbres, Kearney repéra 3 silhouettes en tenue tactique banalisée. Pas les mercenaires de Joukov, à en juger par leur équipement et leur déplacement. « Restez à terre !» siffla-t-il en visant à travers sa lunette. 3 tirs contrôlés plus tard. La menace immédiate était neutralisée, mais le bruit attirerait les autres. Il leur fallait accélérer. Alors qu'ils reprenaient leur rythme effréné à travers la forêt, Kearney activa son système de communication. « Ortiz, rapport de situation !» Des parasites lui répondirent pendant plusieurs secondes avant que la voix de son coéquipier ne perce, déformée mais compréhensible.
Au point d'extraction avec colis, répondit Ortiz en utilisant leur code pour Baranov. Cooper sécurise le périmètre. Dawson a établi le contact. Oiseau en approche, 15 minutes. Le soulagement envahit Kearney. Au moins une partie de leur mission se déroulait comme prévu. Attention, nous avons un colis supplémentaire, répondit-il en regardant Zhukov. De grande valeur, potentiellement hostile. Approchez avec une extrême prudence. L'accusé de réception parvint de manière fragmentée, mais le message avait été reçu. Ils poursuivirent leur route, les bruits de la poursuite se faisant plus lointains à mesure qu'ils exploitaient le terrain à leur avantage. Petrova les guida à travers une série de ravins qui offraient un abri tout en rendant la traque difficile. Une connaissance acquise au cours de mois d'études de ces forêts. Ils étaient à moins d'1 kilomètre du point d'extraction lorsque la catastrophe se produisit. La balle d'un sniper caché toucha Petrova au flanc, la faisant pivoter et tomber sur un genou. Kearney réagit instantanément, tirant Zhukov à couvert tout en ripostant dans la direction du tir. Petrova s'était déjà traînée derrière un tronc d'arbre, le sang coulant entre ses doigts, pressé contre sa blessure. « Allez !» ordonna-t-elle en serrant les dents. « Emmenez-le à l'extraction. Je les retiens ici. » Le soldat de carrière en Kearney comprit la sagesse tactique de sa suggestion. Un coéquipier blessé les ralentissait tous, compromettant la mission. Mais quelque chose d'autre, né de leur épreuve commune, refusait de l'accepter. « Ça n'arrivera pas », répondit-il en évaluant rapidement sa blessure. La balle lui avait traversé le flanc, douloureuse et invalidante, mais pas mortelle si l'hémorragie était maîtrisée. Il appliqua un bandage compressif de sa trousse médicale avec une efficacité éprouvée. « Pouvez-vous marcher ?» Petrova hocha la tête d'un air sombre, le visage pâle mais déterminé. Kearney se tourna vers Zhukov, qui observait cet échange avec un intérêt calculateur. « Vous allez l'aider », informa-t-il le général russe. « À la moindre tentative de fuite, à la moindre hésitation, je vous laisse à la merci de ceux qui nous traquent. » L'expression de Zhukov suggérait qu'il pesait le pour et le contre, évaluant les dangers de tous côtés. Finalement, il hocha la tête. Kearney coupa les attaches qui retenaient en ses poignets, puis lui fourra aussitôt le fusil de Petrova dans les mains. « Elle meurt, vous mourrez », dit-il simplement. Armer un prisonnier, surtout un homme aussi dangereux que Zhukov, était un risque calculé. Mais Kearney avait besoin de ses 2 mains libres pour affronter toute menace, et Petrova avait besoin de soutien pour se déplacer rapidement. Le trio peu orthodoxe reprit sa route vers l'extraction, Kearney en pointe, Zhukov soutenant le tireur d'élite blessé qui maintenait son arme de poing contre ses côtes en guise de garantie. La forêt était devenue étrangement silencieuse. Les tirs lointains avaient cessé, un silence plus menaçant que le chaos. Quelqu'un coordonnait la poursuite, concentrant ses forces pour les empêcher de s'échapper plutôt que pour engager le combat direct. Professionnel, patient, mortel. Alors qu'ils approchèrent de la dernière crête avant la clairière d'extraction, Kearney leva le poing, signalant une halte. Quelque chose clochait. Ses cheveux se dressèrent sur sa nuque. Son 6e sens, développé au fil des années de combat, l'avertissait du danger imminent. Il rampa seul, utilisant un abri naturel pour dissimuler ses mouvements. Ce qu'il vit à travers sa lunette confirma ses pires craintes. La clairière était bel et bien sécurisée par son équipe. Cooper et Ortiz en position défensive, Dawson s'occupant de Baranov. Mais autour d'eux, dissimulés dans la lisière des arbres, se trouvaient au moins une 12aine d'agents en camouflage avancé, ni russes ni forces locales. Américains. Division des activités spéciales de la CIA, d'après leur équipement et leur positionnement. Ils n'étaient pas là pour extraire l'équipe des SEAL. Ils étaient là pour les éliminer. Et soudain, toutes les affirmations de Zhukov commencèrent à se cristalliser en une possibilité terrifiante. Ils n'étaient pas censés survivre à cette mission. « On a un problème », murmura Kearney en rejoignant Petrova et Zhukov. La sueur perlait sur le front de la sniper russe, sa blessure minant progressivement ses forces malgré le bandage. « Le point d'extraction est compromis. Les agents de la SAD ont encerclé mon équipe. » Petrova plissa les yeux à cette information. Division des activités spéciales, la branche paramilitaire de la CIA, utilisée pour des opérations exigeant un déni total. « Vos propres hommes ?» demanda-t-elle, même si son ton suggérait qu'elle n'était pas totalement surprise. Kearney hocha la tête d'un air sombre. « On dirait bien. »
Les implications étaient stupéfiantes. Si des agents de la CIA se préparaient à éliminer une équipe des SEAL, cela signifiait que la mission était un piège dès le départ. Un moyen d'arriver à une fin qui exigeait leur silence. Zhukov laissa échapper un rire doux et amer. Vous commencez à comprendre, lieutenant. Votre équipe n'a pas été envoyée pour extraire Baranov à cause de ce qu'il sait des déploiements militaires russes. Vous avez été envoyé à cause de ce qu'il sait du projet Sibérie et de ses financeurs. L'expression du général russe était presque compatissante. Votre CIA avait besoin de son extraction, mais elle avait aussi besoin de le contenir, ainsi que quiconque aurait pu apprendre la vérité par lui. Kearney voulait rejeter cette affirmation comme de la propagande ennemie, mais les preuves sous ses yeux l'en empêchaient. 12 agents d'élite encerclant ses coéquipiers, positionnés pour tendre une embuscade plutôt que pour se protéger, racontaient leur histoire. « Il nous faut un nouveau plan », déclara Kearney, s'efforçant de réfléchir tactiquement plutôt que de s'attarder sur la trahison. « Prévenez mon équipe sans alerter les agents du SAD. Créez une occasion de fuite. » Petrova se déplaça péniblement, vérifiant son arme de poing. « Votre hélicoptère va bientôt arriver. » Cela crée un moment de distraction maximale. Son analyse tactique rejoignait sa propre réflexion. Lorsque l'hélicoptère d'extraction apparaîtrait, tous les regards se tourneraient vers le ciel, une brève fenêtre de temps pendant laquelle l'attention pourrait faiblir. Mais il leur fallait un moyen de communiquer le danger à Cooper, Ortiz et Dawson sans alerter les agents alentours. Le regard de Kearney se posa sur Zhukov, une idée naissant. « Vos hommes sont toujours dans ces bois », dit Kearney aux Russes. « Certains, du moins. Ils vous recherchent. » Zhukov ne nia pas, se contentant de hausser un sourcil interrogateur. « Et alors ?» Kearney se pencha. « S'ils engageaient l'équipe Saadé, cela créerait le chaos dont nous avons besoin. Mon équipe y verrait une opportunité de sauvetage. Le plan était dangereux, avec de multiples possibilités de catastrophe, mais ils avaient peu d'options. « Et pourquoi vous aiderais-je » demanda Zhukov, bien que son ton suggérait qu'il comprenait déjà l'enjeu. Petrova répondit à la place de Kearney. « Parce qu'en ce moment, nous sommes les seuls à pouvoir vous maintenir en vie assez longtemps pour que vous puissiez raconter votre version des faits. Si ces agents de la CIA vous trouvent, vous disparaîtrez à jamais. » Le bruit lointain des rotors de l'hélicoptère rendit la décision urgente. Zhukov réfléchit un instant avant d'acquiescer. « Je peux signaler à mes hommes un schéma de tir précis. 3 coups, une pause, 2 coups, une pause, 3 coups. Ils reconnaîtront une demande d'extraction prioritaire. » Kearney pesa le pour et le contre. Tirer révélerait leur position, mais avec l'hélicoptère en approche, la discipline devenait de toute façon moins cruciale. Il tendit son arme à Zhukov, gardant suffisamment de distance pour que le Russe ne puisse pas l'utiliser immédiatement contre eux. « Fais-le, mais n'oublie pas ce qui se passera si tu nous trahis. » Zhukov prit l'arme, l'air indéchiffrable, et tira en l'air selon le schéma décrit. Pendant plusieurs secondes tendues, rien ne se passa. Le bruit de l'hélicoptère s'amplifia, désormais visible comme un petit point approchant de l'est. Puis le chaos s'installa au point d'extraction, des tirs éclatant de toutes parts. Les forces restantes de Zhukov, répondant à son signal, avaient engagé les agents de la CIA sur leur flanc. L'effet de surprise leur donna un avantage momentané, même s'ils étaient presque certainement en infériorité numérique et en sous-armement. À travers sa lunette, Kearney vit Cooper réagir instantanément, mettant Baranov à couvert tandis qu'Ortiz et Dawson ripostaient, non pas sur les hommes de Zhukov, mais sur les agents de la CIA qui avaient révélé leur position. « Ils savent », observa Petrova. « Votre équipe se doutait déjà qu'ils étaient un compromis. » Kearney ressentit une vague de fierté pour ses hommes. Leur entraînement et leur instinct les avaient prévenus, tout comme le sien. « Maintenant », ordonna-t-il, soutenant Petrova tandis qu'ils avancèrent vers le chaos. Zhukov suivait le rythme, le survivant calculateur, en lui comprenant que sa meilleure chance résidait avec eux, plutôt que de tenter de fuir seul. Le pilote de l'hélicoptère, voyant les échanges de tirs en contrebas, avait entamé un circuit d'attente circulaire au lieu de tenter d'atterrir, procédure standard pour les zones d'extraction à risque. Kearney activa sa balise de détresse, le signal qui indiquerait sa position à son équipe au milieu de la confusion. Ils avaient presque atteint la lisière des arbres lorsqu'une silhouette surgit de derrière un chêne massif, arme levée. La CIA, d'après son équipement,
s'était séparé de son unité lors du premier engagement avec les hommes de Zhukov. Une lueur de reconnaissance traversa les yeux de l'agent lorsqu'il identifia Kearney et surtout Zhukov. Lieutenant, reconnut-il son arme immuable. Reposez-vous. Le Russe est notre cible principale. Kearney garda son arme prête, se positionnant légèrement devant Petrova. Ça n'arrivera pas, répondit-il. Nous l'interpellons par les voies officielles. Le visage de l'agent de la CIA se durcit. Il n'y a pas de voies officielles pour cela, lieutenant. Cette opération n'existe plus. Lui non plus après aujourd'hui. Le face-à-face dura 3 battements de cœur avant que le tir de Petrova n'atteigne l'agent à l'épaule, le faisant pivoter. Kearney enchaîna immédiatement avec un tir à la jambe, le neutralisant sans le tuer. Une courtoisie professionnelle envers un compatriote, même celui qui s'était préparé à l'éliminer. Ils abandonnèrent l'agent blessé là où il était tombé et avancèrent dans la clairière, devenu un champ de bataille où se croisaient allégeance et survie désespérée. Cooper les repéra le premier, signalant leur position à Ortiz et Dawson. L'équipe convergea, créant un périmètre défensif pendant qu'ils évaluaient la situation. « Lieutenant », salua Cooper d'un ton sec, les yeux écarquillés à la vue de Zhukov. « Situation fubard. Les équipes du SAD ont essayé de nous encercler. Qui est-ce qu'est le nouvel invité ?»« C'est long, » répondit Kearney en aidant Petrova à se cacher derrière un arbre abattu. « En bref, on nous a piégés. La mission n'a jamais eu pour but d'extraire Baranov pour ses renseignements. Il s'agissait de le réduire au silence et de nous réduire au silence. » Baranov, accroupi non loin de là avec Dawson, ne parut pas surpris par cette affirmation. L'expression du scientifique était un mélange de résignation et de confirmation sombre, le visage d'un homme qui s'attendait à une trahison. « L'hélicoptère » demanda Kearney en hochant la tête vers le ciel, où leur véhicule d'extraction continuait de tourner en rond. L'expression de Cooper était sombre. « Il ne répond pas au code d'authentification. Probablement compromis aussi. » Une autre pièce du piège révélée. « Il nous faut un autre moyen de transport », décida Kearney, son esprit explorant les rares options. Zhukov, resté silencieux et calculateur, prit enfin la parole. « Ma force de réaction rapide dispose d'un BMP au bunker. Si l'un de mes hommes y survit, il pourrait encore être opérationnel. » C'était une suggestion désespérée, mais dans la situation actuelle, le désespoir était leur seule ressource. Les échanges de tirs s'intensifiaient à mesure que de nouveaux agents de la CIA convergeaient vers leur position, tandis que les forces restantes de Zhukov étaient systématiquement éliminées. Il ne leur restait que quelques minutes, tout au plus, avant d'être complètement encerclés. « Nouveau plan !» annonça Kearney à son équipe. Décision prise. On se ferait un chemin jusqu'au bunker, on sécurise le BMP, on traverse la frontière turque. Une fois sur place, on rend tout public. Les recherches de Baranov, l'implication de la CIA, tout. C'était de fait la fin de leur carrière militaire, avec la possibilité d'être accusés de trahison, mais l'alternative était pire. Dawson regarda Baranov, puis se tourna de nouveau vers Kearney. « Monsieur, à propos du colis, il a parlé, du projet Sibérie. Si seulement la moitié de ce qu'il dit est vrai. » Ortiz l'interrompit. « C'est pire qu'à moitié vrai. Il m'a montré des données de test. Ils ont transformé un virus en arme qui cible des marqueurs génétiques spécifiques. Ils l'ont testé dans des villages de Géorgie et de Russie. Des milliers de morts, dissimulés comme des épidémies naturelles. La révélation planait sur eux comme un voile, l'horreur de ce qu'ils avaient découvert par hasard devenant évidente. Il ne s'agissait pas seulement de réduire au silence les témoins d'une opération illégale. Il s'agissait de dissimuler un crime de guerre aux proportions stupéfiantes, impliquant à la fois des figures militaires russes comme Zhukov et les services de renseignement américains. À cet instant, les paramètres de la mission ont changé pour toujours pour Kearney et son équipe. Il ne s'agissait plus d'obéir aux ordres, ni d'atteindre les objectifs. Il s'agissait de faire ce qu'ils avaient toujours cru faire, protéger des vies innocentes, défendre les principes qu'ils avaient juré de défendre, même face aux menaces provenant de leur propre chaîne de commandement. Cooper prend le commandement. Ortiz, tu es sur Baranov. Dawson soutient Petrova. Je couvrirai nos 6 hommes avec Zhukov, ordonna Kearney, le plan se dessinant au fur et à mesure. On avance par paires coordonnées, en saute-mouton, vers la route d'accès nord.
On profite du chaos pour se couvrir. Alors que son équipe se préparait à partir, Kearney croisa le regard de Petrova. Malgré sa blessure, ses yeux brûlaient de la même détermination qu'il ressentait. Une détermination qui transcendait les allégeances nationales ou les vendettas personnelles. Ils n'étaient plus américains et russes, SEAL et agents secrets. Ils étaient simplement des soldats luttant contre une situation inadmissible. Après un dernier hochement de tête compréhensif, ils se tournèrent vers la forêt et leur tentative désespérée de fuite, leur seule arme restante dans une guerre qu'ils ignoraient à mener. Le BMP de l'ère soviétique dévalait la route de montagne en trombe, ses chenilles sillonnant la boue et le gravier, tandis que Cooper poussait la machine vieillissante à ses limites. Dans le compartiment exigu, les alliés improbables se préparaient à la violente bousculade. Leur évasion du point d'extraction avait été un véritable miracle. Une combinaison du génie tactique de Kearney, de la précision mortelle de Petrova malgré sa blessure, et du chaos créé par la bataille à trois entre les mercenaires de Zhukov, les agents de la CIA et l'équipe des SEAL. Ils s'étaient frayé un chemin jusqu'au bunker, avaient trouvé le BMP remarquablement intact et avaient entamé leur périple désespéré vers la frontière turque, 70 kilomètres plus loin. « Combien de temps ?» demanda Kearney en vérifiant les bandages de Petrova. Le saignement avait ralenti, mais pas complètement arrêté, et sa peau avait pris la pâleur cireuse d'une perte de sang importante. « 3 heures jusqu'à la frontière à ce rythme, répondit Dawson en étudiant leur itinéraire sur une carte tactique, en supposant qu'on ne rencontre ni barrage routier ni embuscade. L'hypothèse était au mieux optimiste. À ce stade, leurs poursuivants avaient dû alerter la sécurité frontalière, les avant-postes militaires et les forces locales. Tout le monde les cherchait. Américains, Russes, Géorgiens. Baranov était assis en silence face à Zhukov, le scientifique et le général s'observant avec des expressions complexes. Un respect professionnel mêlé de haine personnelle. « Parlez-moi du projet Sibérie », demanda Kearney à Baranov, désireux de comprendre précisément ce qu'ils risquèrent de révéler. Le scientifique hésita, jetant un coup d'œil à Zhukov avant de parler. « Au départ, c'était une étude théorique, expliqua-t-il, son accent précis malgré son épuisement. Étudier comment certains agents pathogènes affectaient différents profils génétiques. De la recherche universitaire à l'origine. » Son expression s'assombrit. Puis l'unité de renseignement militaire du général Zhukov m'a contacté, me proposant des ressources, des installations et une protection. Ils ont dit que c'était à des fins défensives, comprendre les armes biologiques potentielles pour développer des contre-mesures. Zhukov ricana d'un ton moqueur, mais ne l'interrompit pas. « Quand les Américains sont-ils intervenus ?» demanda Ortiz, posant la question à laquelle ils attendaient tous une réponse. Le rire de Baranov était creux. Ils ont toujours été impliqués. Le financement initial provenait de fondations tierces, mais c'était de l'argent de la CIA. Des opérations au budget secret. Il se pencha en avant, le regard intense. « Vous devez comprendre. Je croyais que nous développions des défenses, que nous étudions des scénarios théoriques. Puis des échantillons de notre travail ont commencé à disparaître du laboratoire, de petites quantités. J'ai cru à des erreurs comptables jusqu'à ce que des rapports fassent état de foyers de maladies inhabituelles dans des villages reculés. La signature génétique était indéniable. Notre travail, transformé en armes, testé sur le terrain sur des civils. » Zhukov prit enfin la parole d'un ton neutre plutôt que défensif. « Mes ordres venaient directement de Moscou. Sécuriser les recherches, éliminer les risques de sécurité, maintenir un déni plausible. Procédure standard pour les opérations conjointes. » Son regard croisa celui de Petrova. « Novoseliye a été désigné comme un risque pour la sécurité après que des villageois ont signalé des maladies inhabituelles suite à des exercices militaires à proximité. Ils en avaient trop vu, ils en savaient trop. L'ordre d'élimination est arrivé par voie officielle, contresigné par des officiers de liaison américains. La révélation frappa Petrova de plein fouet. La vendetta personnelle qu'elle nourrissait depuis une décennie, se révélant n'être qu'un fil conducteur dans un complot international bien plus vaste. Le BMP tangua tandis que Cooper s'engageait sur une portion de route particulièrement périlleuse. « Contact imminent !» lança-t-il depuis le poste de conduite. « Point de contrôle militaire, on dirait des forces frontalières géorgiennes. » Kearney se dirigea vers le poste d'observation, évaluant la situation. Un barrage routier établi à la hâte
avec 2 véhicules légers et environ 8 hommes. Ce n'était pas une coïncidence. On leur avait conseillé de se méfier du BMP volé. Des options demanda-t-il à son équipe, tout en sachant déjà qu'elles étaient limitées. Il ne pouvait pas faire demi-tour. Le terrain était trop accidenté, même pour le BMP. Il ne pouvait pas s'arrêter. La capture signifiait la disparition pour tous. On pourrait se rendre aux Géorgiens, suggéra Dawson sans grande conviction. Demander l'asile politique, la protection en échange de ce qu'on sait. Zhukov secoua la tête. Naïf. Les services de sécurité géorgiens sont compromis depuis des années, partagés entre influences américaines et russes. Aucun des deux camps ne permettrait que ces informations parviennent au grand public. Baranov acquiesça d'un air sombre. Il a raison. Quiconque est au courant du projet Sibérie sera éliminé. C'est trop explosif. Il implique trop de personnes influentes des deux côtés. Les doigts du scientifique s'inquiétaient d'une petite clé USB accrochée à une chaîne autour de son cou, contenant apparemment les preuves qui le rendaient si dangereux pour ses anciens employeurs. Petrova se déplaça, grimaçant sous le mouvement. « On passe », dit-elle simplement. L'approche directe utilisait le poids et le blindage du BMP pour forcer le barrage. Cela entraînerait des pertes potentielles parmi les gardes frontières géorgiens, des hommes se contentant d'obéir aux ordres, inconscients de la situation. Kearney ressentit le poids de la décision, les principes contradictoires entre minimiser les pertes innocentes et faire connaître la vérité au monde. Non, décida-t-il finalement. On ne sait pas si ces hommes sont impliqués ou s'ils font juste leur travail. On trouve une autre solution. Son équipe hocha la tête en signe d'approbation, leurs valeurs communes demeurant intactes malgré tout ce qu'ils avaient enduré. « J'ai une idée », dit soudain Ortiz en sortant du matériel médical de son sac. « Mais ça ne va pas vous plaire, lieutenant. » Le médecin exposa rapidement son plan. Audacieux, risqué, mais potentiellement efficace, sans nécessité de recours à la force létale contre les gardes géorgiens. En utilisant le grade et l'identité de Zhukov, combiné à un scénario d'urgence médicale, il pourrait passer le poste de contrôle en bluffant. Le général russe se ferait passer pour un officier supérieur, transportant des blessés critiques après une opération secrète, exigeant un passage urgent avec l'autorisation militaire appropriée. Le risque était énorme. Si quelqu'un au poste de contrôle se renseigne auprès du commandement supérieur ou reconnaît Zhukov grâce aux informations des services de renseignement, il serait piégé. C'est un pari risqué, reconnut Kearney, mais c'est mieux que les autres options. Il se tourna vers Zhukov. Il vous faudra être convaincant. Un soupçon de trahison? Le général russe l'interrompit d'un geste dédaigneux. Épargnez-moi les menaces, lieutenant. Je suis pleinement conscient que ma survie dépend de la vôtre à ce stade. Son expression trahissait d'une acceptation calculée de leur étrange alliance. De plus, j'ai passé des décennies à donner des ordres à de jeunes officiers nerveux. Ce ne sera guère un défi. Cette arrogance assurée aurait pu être exaspérante en d'autres circonstances. Mais elle offrait désormais une étrange assurance. Zhukov jouerait son rôle avec conviction, car sa vie en dépendait. Ils se préparèrent rapidement, Ortiz créant des blessures graves réalistes pour Baranov et Petrova à l'aide de fournitures médicales de campagne et de sang de théâtre provenant de son équipement. Kearney et son équipe retirèrent les patchs d'identification, se faisant passer pour des forces spéciales russes engagées dans une opération transfrontalière classifiée. Cooper ralentit le BMP à l'approche du poste de contrôle, le vieux véhicule s'immobilisant brutalement devant les gardes géorgiens nerveux. S'ensuivit une véritable leçon de tromperie autoritaire. Zhukov émergea du sas, resplendissant de fureur, aboyant des ordres en russe et en géorgien approximatif, exigeant le passage immédiat de son équipe blessée après une opération antiterroriste classifiée. La performance était impeccable. Un juste mélange d'arrogance, d'allusions confidentielles et d'une présence intimidante qui faisait passer la remise en question de son autorité pour un suicide professionnel aux yeux du jeune commandant du poste de contrôle. Après 5 minutes tendues d'examen, des documents et d'appels radio précipités, que Dawson brouillait subtilement pour empêcher toute communication claire avec le quartier général, la barricade fut levée. La touche finale de Zhukov, lui fourrant une liasse de dollars américains dans la main avec un hochement de tête conspirateur concernant la sécurité opérationnelle, scellait leur passage. Alors que le BMP franchissait le poste de contrôle,
L'équipe s'autorisa un soupir de soulagement collectif, même si elle savait que de nombreux obstacles l'attendaient. C'était impressionnant, reconnut Kearney tandis que Zhukov regagnait son siège dans le véhicule. Le général russe haussa les épaules, mais une pointe de fierté professionnelle transparaissait dans son expression. Dans notre métier, lieutenant, l'arme la plus efficace est parfois l'attente d'autorité. On veut croire que ses supérieurs savent ce qu'ils font. Cette observation avait une portée qui dépassait leur situation immédiate. Une mise en accusation des systèmes qui avaient permis au projet Sibérie d'exister, où les ordres étaient suivis sans discussion, où des atrocités pouvaient être dissimulées derrière des niveaux de confidentialité et des informations compartimentées. Alors que Cooper accélérait le BMP vers la frontière turque, Kearney surprit Petrova qui l'observait, l'expression indéchiffrable à cause de la douleur de sa blessure. « Que se passera-t-il une fois arrivé en Turquie ?» demanda-t-elle doucement, la question s'adressant à lui seul. « Si on y arrive ?» C'était la question qu'ils se posaient depuis le début de leur fuite. Quel pourrait être le point d'arrivée de ce voyage désespéré? Ils étaient trahis par leur propre gouvernement, porteurs d'informations que des intérêts puissants seraient prêts à tout pour étouffer, avec des ennemis de tous bords. « Nous trouvons quelqu'un qu'on ne peut pas réduire au silence, » répondit-il finalement. Quelqu'un avec la plateforme et la protection nécessaires pour rendre cela public avant qu'il ne puisse le contenir. La réponse sembla la satisfaire, même si tous deux savaient que les défis à venir étaient redoutables. La frontière turque était encore à des heures de là, et leurs poursuivants se rapprocheraient de toutes parts. Même s'ils atteignaient la Turquie, ils seraient des fugitifs internationaux, porteurs de secrets explosifs, menaçant les discours de sécurité nationale de multiples puissances mondiales. Mais dans l'espace exigu et bruyant de ce véhicule de combat de l'ère soviétique, une alliance improbable s'était formée. Des forces spéciales américaines, un sniper russe, un spécialiste des armes biologiques et un général aux mains ensanglantées, unis par la conviction simple et puissante que certaines vérités valaient la peine d'être révélées. Alors que le BMP poursuivait sa route dans le crépuscule, Kearney s'autorisait à espérer que, peut-être, les fantômes de Novoseli et les innombrables autres pertes regrettables pourraient enfin obtenir justice. 3 mois plus tard, le lieutenant Jack Kearney se tenait à la fenêtre d'une planque à Genève, observant les flocons de neige tomber d'un ciel plombé. Le petit appartement, fourni par une organisation humanitaire internationale, les abritait depuis 2 semaines, le temps de finaliser les préparatifs du témoignage du lendemain. Derrière lui, Ortiz et Cooper révisaient une dernière fois les protocoles de sécurité, tandis que Dawson travaillait avec leur équipe juridique sur les dernières modifications de leur déclaration. Leur voyage des montagnes géorgiennes jusqu'à ce moment avait été ardu, marqué par des captures évitées de justesse, des trahisons, des alliés inattendus et la pression constante et écrasante d'être les lanceurs d'alerte les plus recherchés de la planète. Ils avaient réussi à franchir la frontière turque en abandonnant le BMP à 5 km du point de passage et en empruntant à pied des cols de montagne, connus uniquement des passeurs locaux. Des itinéraires que Petrova avait arrangés grâce à des contacts que Kearney avait choisi de ne pas interroger de trop près. En Turquie, ils s'étaient brièvement séparés, un risque nécessaire pour éviter d'être capturés, avant de se retrouver dans un refuge côtier organisé par des journalistes favorables à leur cause. De là, un réseau complexe de travailleurs humanitaires, de journalistes indépendants et d'anciens agents de renseignement déçus par leurs agences les avait aidés à rejoindre l'Europe, devançant les commandos d'extermination et les escadrons de capture dépêchés pour les réduire au silence. « Le colis est sécurisé », annonça Miller en entrant dans l'appartement, la présence du premier maître étant bienvenue. Lui et Ramirez avaient survécu à leur calvaire dans la forêt géorgienne et avaient atteint un poste d'observation de l'ONU où ils avaient maintenu leur couverture jusqu'à la réception d'une communication codée de Kearney. Leurs retrouvailles au Monténégro 3 semaines plus tôt avaient été émouvantes. L'équipe était à nouveau au complet malgré les difficultés. Le service de sécurité de l'ONU la garde avec Baranov au lieu secondaire. Le transport vers l'audience est prévu pour 7 heures. La L en question était Ania Petrova, dont la blessure avait finalement nécessité une intervention chirurgicale dans la clinique privée d'un médecin compatissant à Istanbul. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer leur avocate principale,
Catherine Devrault, une ancienne procureure de la Cour pénale internationale qui avait pris en charge leur dossier bénévolement après avoir examiné les preuves. Bonne nouvelle, annonça-t-elle sans préambule. La commission spéciale a accepté d'autoriser le témoignage à distance de Zhukov sous protection. Sa corroboration renforce considérablement notre dossier. Le général russe s'était séparé de leur groupe en Turquie, se rendant au service de renseignement norvégien avec des copies des documents du projet Sibérie en garantie de son traitement. C'était un geste calculé, typique de cet homme. Échanger son témoignage contre une protection contre des assassins américains et russes. Et les menaces contre les membres du comité demanda Kearney, l'inquiétude qui le rongeait depuis des semaines. 4 des 9 membres du comité spécial de l'ONU assignés à leur audition avaient reçu des menaces de mort explicites. L'un d'eux avait survécu de justesse à un accident dont les preuves médico-légales ont ultérieurement démontré qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat sophistiqué. Le visage de Devrault se durcit. La sécurité a été renforcée 3 fois. L'audience aura lieu quoi qu'il en soit. Trop de regards sont braqués. Telle était leur stratégie depuis le début. Susciter une telle attention du public que les réduire au silence ne ferait que valider leurs affirmations. Les données de Baranov, combinées aux témoignages de Petrova sur Novoseliy et aux informations privilégiées de Zhukov, avaient créé un fondement trop solide pour être rejeté comme une théorie du complot. Vous devriez essayer de vous reposer, conseilla Devrault en rassemblant ses documents. Demain sera intense. Chaque mot sera scruté, chaque affirmation contestée. Ils attaqueront votre crédibilité, vos motivations, votre patriotisme. L'avertissement était inutile. Ils s'étaient tous préparés à la diffamation qui accompagnerait leur témoignage. Déjà des articles fabriqués de toutes pièces avaient en paru dans de grands journaux, mettant en doute leur stabilité mentale, suggérant des liens avec des organisations terroristes et insinuant des motivations financières pour leurs allégations fabriquées. Une stratégie classique pour discréditer les lanceurs d'alerte, mais mise en œuvre avec les ressources illimitées d'agences de renseignement soucieuses de préserver leurs secrets. Après le départ de Devrault, Kearney se sentit de nouveau attiré par la fenêtre, la neige silencieuse contrastant fortement avec la tempête qu'il s'apprêtait à déclencher. Il sentit Ramirez approcher plutôt qu'il ne l'entendit, le plus jeune membre de l'équipe, boitant encore légèrement suite à ses blessures en Géorgie. « Vous avez des doutes, lieutenant » demanda le spécialiste à voix basse. Kearney réfléchit sérieusement à la question. Avait-il agi comme il se devait? Le projet Sibérie avait été stoppé selon leurs sources de renseignement. La révélation publique de son existence avait déjà eu un effet positif. Les armes biologiques avaient été sécurisées, les recherches contenues. Ils pouvaient encore accepter l'offre qui leur avait été discrètement faite par des intermédiaires. Immunité totale, nouvelles identités, vie confortable, en échange de leur silence sur l'implication américaine. Non, répondit-il finalement, la conviction perçante. Certaines choses doivent être révélées au grand jour, aussi affreuses soient-elles. Sinon, rien ne change. Les mêmes personnes prennent les mêmes décisions, et d'autres villages comme Novoseliy disparaissent de la carte. Ramirez hocha la tête, son jeune visage révélant une maturité qui dépassait son âge, après tout ce qu'ils avaient enduré. Les hauts gradés nous ont toujours appris que suivre les ordres était sacré, dit-il pensivement. Mais il ne parlait jamais beaucoup de ce qui arrive quand les ordres eux-mêmes sont erronés. Cette observation toucha le cœur de leur parcours. Des soldats qui obéissaient aux ordres, aux hommes qui les remettaient en question, qui privilégiaient la conscience à la commodité. Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Cooper se dirigea vers le moniteur de sécurité, arme prête, puis se détendit visiblement. « C'est Petrova », confirma-t-il en désactivant les alarmes pour la laisser entrer. La sniper russe entra avec son silence habituel, des flocons de neige fondant dans ses cheveux noirs. Sa guérison avait été remarquable. La même volonté de fer qui l'avait poussé à traquer Zhukov pendant une décennie, désormais concentrée sur la justice pour les architectes du projet Sibérie. L'équipe la salua d'un hochement de tête respectueux qui se passait de mots. Ces derniers 2 mois, les allégeances nationales avaient perdu toute pertinence face à leur objectif commun. La délégation russe est arrivée ce matin, les informa-t-elle en acceptant le café qu'Ortiz lui offrait. Parmi eux, mes anciens agents, ils tiennent dans les propos attendus. Je suis une traîtresse,
mentalement instable, travaillant pour les intérêts américains. Son ton était neutre, mais Kearney perçut une tension subtile dans ses épaules. Il s'agissait de personnes avec qui elle avait servi, en qui elle avait confiance, avant de découvrir leur complicité dans l'opération qui avait détruit sa famille. Ils auront des documents, des témoignages, des profils psychologiques, tous fabriqués, tous destinés à me discréditer. Elle sirota son café, le regard perdu dans le vague. Peu importe, les preuves parlent d'elles-mêmes. À mesure que la soirée avançait, un calme étrange s'installait dans la planque. Ils avaient tout mis en œuvre pour se préparer. Les données de recherche de Baranov avaient été vérifiées par des scientifiques indépendants, leur authenticité confirmée. Le témoignage de Zhukov avait été enregistré et conservé en toute sécurité auprès de plusieurs dépositaires de confiance. Des boîtes aux lettres contenant des preuves de sécurité avaient été installées dans le monde entier, prêtes à être libérées automatiquement en cas de disparition de l'une d'elles. La vérité sur le projet Sibérie, le programme d'armes biologiques développé conjointement par les agences de renseignement américaines et russes, testé sur des villages innocents et conçu pour cibler des groupes ethniques, serait révélée au monde entier, quel que soit leur sort personnel. Vers minuit, tandis que les autres s'endormaient d'un sommeil agité avant le témoignage du lendemain, Kearney trouva Petrova sur le petit balcon, impénétrable par le froid, observant la ville silencieuse en contrebas. « Pensez-vous que cela changera quelque chose ?» demanda-t-elle sans se retourner, son souffle embrumé par l'air hivernal. « Tout cela, les audiences, les témoignages, les preuves, est-ce que cela changera quelque chose ?» La question n'était pas cynique, mais sincèrement perspicace, venant de quelqu'un qui avait tout sacrifié à la recherche de la vérité. Kearney la rejoignit à la balustrade, réfléchissant attentivement à sa réponse. « Je ne sais pas, admit-il finalement. Les systèmes se protègent eux-mêmes. Les puissants subissent rarement de véritables conséquences. Mais la vérité elle-même compte. Savoir plutôt que ne pas savoir. Les habitants de Novosélie méritent au moins cela. » Il marqua une pause, observant la neige s'amonceler dans les rues en contrebas. Et peut-être, juste peut-être, la prochaine fois qu'un analyste, un officier ou un scientifique sera sollicité pour participer à un projet comme le projet Sibérie, il se souviendra de ce moment et trouvera le courage de dire non. Ce n'était pas une garantie de justice, simplement l'espoir d'un changement progressif, l'évaluation réaliste d'un soldat qui avait trop vu la nature humaine dans ses pires retranchements. Petrova hocha lentement la tête, acceptant la promesse limitée. En Russie, on dit « la vérité n'a pas besoin de beaucoup de mots ». Son regard resta fixé sur les montagnes lointaines, à peine visibles à travers la neige qui tombait. Demain, nous dirons notre vérité. Des mots simples, des faits terribles. Après, elle haussa les épaules, un geste qui englobait toute l'incertitude de leur avenir, l'emprisonnement potentiel, les tentatives d'assassinat, la vie passée à regarder par-dessus leur épaule. Après cela, ce n'est plus entre nos mains. Le fatalisme n'était pas la défaite, mais l'acceptation. Ils avaient fait ce que leur conscience exigeait, quel qu'en soit le prix personnel. Alors que minuit passait et qu'un nouveau jour commençait, Kearney regarda la femme à ses côtés. Autrefois une ennemie, devenue quelque chose d'indéfinissable, mais incontestablement vital. Leur alliance improbable avait révélé l'une des plus sombres conspirations de l'histoire moderne, sauvant potentiellement d'innombrables vies d'armes conçues dans l'ombre et testées sans conscience. Quoi que l'avenir leur réserve, justification ou diffamation, justice ou son absence, ils avaient choisi la vérité plutôt que le confort, la clarté morale plutôt que l'opportunisme. Dans un monde d'allégeances changeantes et de mensonges commodes, ce choix représentait en soi une sorte de victoire. La neige continuait de tomber sur Genève, recouvrant la ville d'un blanc immaculé qui finirait par révéler chaque empreinte, chaque chemin emprunté à travers son étendue inexplorée. Telle la vérité elle-même, silencieuse à son arrivée, mais finalement impossible à ignorer une fois présente. Kearney et Petrova restèrent là sur le balcon. Deux soldats issus de camps opposés de vieux conflits, unis dans leur détermination à affronter les conséquences du lendemain matin. Le monde ne saurait jamais tout ce qu'ils avaient sacrifié, tout ce qu'ils avaient enduré pour parvenir à cet instant. Mais telle était peut-être la nature du véritable service. Faire ce qui est juste, non pas pour la reconnaissance ou la récompense, mais parce que certains principes transcendaient les frontières,
transcender les ordres, transcender tout sauf l'obligation fondamentale de rester humain dans un monde souvent inhumain. À l'approche de l'aube, ils sont rentrés à l'intérieur pour se préparer au témoignage qui allait changer l'histoire. Leur mission finale, exécutée ensemble, au service d'une vérité trop importante pour rester cachés dans l'ombre.